Bienvenue dans Capital Humain 3.0. Ici, on explore une autre manière de penser le travail, le leadership et la transformation des organisations. Une manière plus consciente, plus humaine et surtout plus réaliste. Je m'appelle Johan Darquest, j'accompagne des dirigeants, des managers et des organisations qui sentent que les anciens modèles s'essoufflent et qui cherchent à transformer leurs tensions humaines en ressources durables. Dans ce podcast, je partage des lectures de terrain, des regards stratégiques, des épisodes avec des visions éclectiques et des échanges avec celles et ceux qui réinventent le travail en profondeur. Si tu cherches des recettes rapides, tu n'es peut-être pas au bon endroit. Mais si tu veux comprendre ce qui se joue vraiment et décider avec plus de conscience, alors tu es exactement là où il faut. Bonne écoute! Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Capital Humain 3.0. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet à la fois central et encore trop souvent sous-estimé dans les organisations. Il s'agit de la place réelle de la fonction RH. Parce que soyons lucides, pendant longtemps, les RH ont été perçus comme une fonction support. Utile bien sûr, mais rarement stratégique. Souvent sollicité dans l'urgence, mais peu intégré dans la vision. Et pourtant, le monde du travail est en train de profondément se transformer. Accélération technologique, mutation des métiers, montée de l'intelligence artificielle. Tout nous ramène à une question fondamentale, quelle est la place de l'humain dans l'entreprise? Et dans ce contexte, la fonction RH n'est plus en périphérie, elle est au cœur. Et pour prendre pleinement cette place, elle doit évoluer, s'affirmer, parfois même se réinventer. C'est précisément ce dont on va parler aujourd'hui avec mon invité. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-François Bertrand, qui est cofondateur de Orenda et acteur engagé de la transformation de la fonction RH. Alors Jean-François, c'est quelqu'un qui a vécu les RH de l'intérieur, mais aussi depuis la posture de dirigeant. Pendant plusieurs années, il a accompagné des PME avec une approche très concrète, mise à disposition des compétences RH à temps partiel, recrutement dédié, RH externalisé. Toujours avec une même conviction forte, il n'existe pas un modèle RH unique, mais des réponses adaptées à chaque moment de vie de l'entreprise. Et aujourd'hui, avec Orenda, il porte une vision exigeante et incarnée, recruter le bon profil, au bon moment, avec la bonne posture, et surtout redonner de la fonction à la fonction RH la place qu'elle mérite. Non pas une fonction de soutien, mais une fonction de transformation. Alors dans cet échange, on va explorer ensemble plusieurs choses. Pourquoi la fonction RH a été longtemps sous-valorisée? Ce qui est en train de changer en profondeur aujourd'hui dans la fonction RH, et surtout, comment les RH peuvent reprendre leur juste place dans les organisations. Jean-François, je suis ravi de t'accueillir dans l'émission et bienvenue dans Capital Humain 3.0. Merci Johan, merci pour l'invitation. Je suis aussi ravi d'échanger avec toi aujourd'hui. Alors, chers auditeurs, accrochez-vous parce qu'aujourd'hui, on va vraiment rentrer dans une émission au cœur du RH. On va explorer de manière très large cette notion. Mais avant toute chose, alors je sais que beaucoup connaissent Jean-François parce qu'il est très présent sur LinkedIn et puis il a un parcours aussi voilà, qui est connu par certains, mais d'autres ne le connaissent pas. Alors, est-ce que Jean-François, tu pourrais te présenter succinctement avec un petit prisme de mais qu'est-ce qui t'a construit, quel est le sens que tu as donné à ton parcours pour faire qu'aujourd'hui, tu arrives avec le Jean-François 3.0 maintenant, augmenté, enrichi, expérimenté. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi? Ouais, je vais essayer d'être rapide, même si c'est pas ma plus grande qualité, parce que je suis un peu passionné, donc je peux prendre un peu de temps sur certains sujets. Donc, j'ai commencé ma carrière de RH en tant que responsable ressources humaines. Directement, premier poste, j'ai eu de la chance puisque j'ai intégré un groupe après avoir fait des stages, et notamment qui était le groupe Lactalis à l'époque. Mhm. Où j'étais responsable ressources humaines d'un site industriel qui était en pleine expansion, et en même temps d'un site commercial et logistique, qui était un poste référencé chez Lactalis un peu comme senior. Mais suite à une opportunité, j'ai eu la chance de prendre ce poste-là senior en étant junior. Donc forcément, j'ai appris beaucoup de choses. C'est là d'ailleurs que j'ai rencontré Florent Le Tourneur, qui est aujourd'hui mon Mhm. associé. Mais comme quoi, les rencontres, c'est souvent ça qui mène aussi à des histoires entrepreneuriales. J'y reviendrai peut-être un peu plus tard.
Oui. Mais on s'est rencontrés là, on est toujours resté en contact ensuite, après avoir travaillé pendant quelques années chez Lactalis. Euh, Florent a quitté Lactalis quelques semaines, quelques mois avant moi pour rejoindre Groupama Loire-Bretagne. Et moi, j'avais quitté Lactalis pour rejoindre une entreprise qui s'appelle PVM Import, Pinot Bois Matériaux. Donc une activité qui n'a rien à voir. Importation, transformation, vente de bois, avec un management plus dur, des relations sociales plus dures aussi, Mhm. et un contexte multi-site. Donc je passais de 2 sites à une vingtaine de sites dans tout le Grand Ouest, avec un nombre de salariés un peu plus important aussi. Et j'y allais vraiment pour me confronter en me disant, bah, moi, dans mon parcours de RH, aller sur des relations sociales un peu plus tendues, on va dire, un peu moins froides, c'était aussi intéressant pour me construire en tant que RH. Bon, finalement, je me suis pas vraiment plu dans cette entreprise-là, donc je suis pas resté très longtemps. Et j'ai rejoint, après une année, le groupe qui s'appelait le groupe Glon à l'époque, qui était un groupe breton agroalimentaire et très proche de l'agriculture aussi, qui est devenu ensuite le groupe Avril. Et la chance que j'ai eue dans cette expérience-là, c'est que je suis arrivé au bon endroit au bon moment, je pense. D'abord pour faire ce que je savais faire, donc faire de la RH multisite, Mhm. puisque les dirigeants de l'époque avaient l'idée de se dire, je trouve qu'à l'époque c'était assez précurseur, de se dire il faut qu'on ait un RH pour chacune des entités du groupe, Ok. puisque le groupe Glon, qui était devenu ensuite le pôle d'activité du groupe Avril, le pôle animal du groupe Avril en termes d'activité, était constitué d'une myriade de petites boîtes, des boîtes de 10, 20, 30, 40, 50 salariés. Et donc, mon job premier dans ce groupe-là, c'était de mettre en place la fonction RH dans des petites entreprises, expliquer à des dirigeants ce que c'était, et puis bah, dérouler, on va dire, les process groupes dans chaque entreprise. Ensuite, il y a d'autres RH multisites qui ont été embauchés, et donc les périmètres changeaient, variaient, entre guillemets. Et le dernier périmètre qui n'avait pas de RH à l'époque, c'était le périmètre du siège pour gérer les directions, les fonctions support dans un contexte de transformation assez important, puisque le groupe avait été racheté quelques années auparavant par un groupe qui s'appelait Sophie Protéol, qui est devenu entre-temps, pendant mon expérience, le groupe Avril. Et donc, beaucoup de sujets de transformation, de réorganisation, on va dire plutôt positive, création d'un centre de services partagé, refonte de l'informatique, enfin de la DSI du groupe, des sujets comme ça. Et comme je disais, la chance que j'ai eue, c'est d'être le RH de la holding et des fonctions support à ce moment-là, puisque bah, forcément, dès qu'il y avait un sujet stratégique à réaliser, j'étais forcément dessus. Donc j'ai appris énormément de choses pendant cette expérience-là, qui était un peu fatigante, un peu sollicitante, mais en même temps qui m'a permis voilà, de monter en puissance sur pas mal de sujets, notamment des sujets d'organisation RH, d'entreprise et de transformation. Et donc j'ai quitté le groupe Avril après 6 ans, très riche, comme je l'ai dit. Et là, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Le premier réflexe que j'ai eu, c'est d'appeler Florent Le Tourneur, Mhm. parce que Il est tout le temps là, Florent, hein, et il est j'étais un peu. partout. On était resté en lien, et il avait créé Happy to Meet You, le Ah oui. cabinet de recrutement, 1 an auparavant, en 2016. Et j'avais trouvé vraiment chouette ce qu'ils avaient créé, puisque Happy to Meet You, c'était un cabinet qui dépoussiérait un peu les vieux modèles des cabinets de recrutement, très porté sur l'expérience candidat, sur l'expérience collaborateur, la marque employeur, puisqu'ils en avaient fait une activité dédiée d'accompagnement des entreprises à la marque employeur. Moi, ça me parlait, tous ces sujets-là. Et donc, je pense que c'est aussi pour ça que c'est la première personne que j'ai appelée en lui disant, pour lui dire, écoute, coucou, je suis sur le marché. Et puis, ben, comme diraient d'autres entrepreneurs, je suis un peu devenu du coup entrepreneur malgré moi, puisque par coup d'opportunité, finalement, en échangeant ensemble avec Florent, en rééchangeant sur mon parcours, en prenant un peu de hauteur, on s'est dit, bah tiens, c'est intéressant, ces petites entreprises, là, il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de PME qui sont indépendantes, qui font pas partie d'un groupe,
qui ont besoin d'être accompagnés sur la RH, mais aussi en règle générale de se structurer en termes de fonctions support. Les groupements d'employeurs qui existent ne se développent pas non plus énormément. Alors, je ne sais toujours pas pourquoi. Parce que c'est quand même un sujet qui est hyper important, à mon avis, pour les PME dans leur structuration, dans leur croissance, de pouvoir avoir accès à des fonctions support sur le juste temps. Et donc, c'est un peu comme ça que, sur une opportunité, sur une discussion avec Florent, on a finalement décidé de s'associer ensemble une première fois. Il m'a présenté un ancien collègue à lui, Jérôme, que je ne connaissais pas du tout à l'époque. Et c'est comme ça qu'est née ma première aventure entrepreneuriale qui s'appelait Come and Do, où on avait pour mission de recruter et de mettre à disposition de PME des fonctions support sur du temps partiel. Et à l'époque, on est début 2017, on se dit avec Jérôme que on est persuadé que les modes de travail changent, que les attentes des candidats par rapport au travail changent, et qu'il y aura sans doute de plus en plus de personnes à vouloir travailler sur du temps partiel en CDI pour avoir du temps à côté pour faire des projets perso, créer une boîte, faire un peu de conseil, être freelance, et en tout cas mixer un peu les formes de travail comme ça, au moins sur un temps donné de leur carrière professionnelle, peut-être pas pour toujours, mais au moins sur une phase de vie qui peut répondre à ça en termes d'enjeux. Et donc, c'est comme ça qu'on crée notre activité de mise à disposition de compétences à temps partiel pour accompagner majoritairement des PME qui ont besoin d'un office manager, d'un DAF, d'un RH, d'un chef de projet web marketing, qui n'ont pas forcément besoin d'avoir quelqu'un à temps plein et qui n'ont pas non plus les moyens de recruter quelqu'un à temps plein sur ces fonctions support-là. Et donc, pendant 8 ans, on a développé cette entreprise-là en la faisant aussi évoluer, puisqu'on est parti de la mise à disposition de compétences à temps partiel. On a été ensuite sur du recrutement spécialisé dans l'accompagnement des TPE-PME, avec un enjeu important pour eux, c'est le prix des cabinets de recrutement. Donc, on a revu aussi un modèle pour être plus attractif en termes de tarifs par rapport aux TPE-PME et finalement rendre accessible le recrutement en TPE-PME, parce que si c'est trop cher, ils font par eux-mêmes, ils font pas forcément bien. Au final, ils perdent de l'argent. Et donc, on s'est dit, si nous, on apporte le bon accompagnement adapté en termes de tarifs, on va pouvoir finalement proposer quelque chose qui va correspondre et en même temps donner une solution pour les TPE-PME qui ont besoin de ça. Et la dernière année de nos activités, c'était de la RH externalisée pour accompagner donc des petites PME, 10, 20, 30 salariés, qui n'ont pas forcément besoin d'avoir un RH même à temps partiel, c'est trop pour eux. Par contre, ils ont besoin d'être accompagnés sur leurs enjeux RH pour se structurer, pour répondre à des problématiques du quotidien, et donc avoir un interlocuteur clé, expert, pour les accompagner sur la durée par rapport à ces sujets RH. Donc ça, c'est la première partie de ma carrière, on va dire, d'entrepreneur RH. J'ai revendu mes parts à mes anciens associés avec qui je m'entends très bien, toujours maintenant, au mois d'octobre dernier, parce que je voulais ouvrir une nouvelle page de mon aventure entrepreneuriale. Le groupe qu'on a créé, puisqu'on a créé un petit groupe de PME qui sont spécialisés dans l'accompagnement des dirigeants de TPE-PME avec de l'expertise comptable, avec mes activités plutôt RH, avec une association qu'on a créée qui accompagne les dirigeants de TPE-PME sur leur stratégie. Le groupe continue à évoluer. Du coup, on se réorganisait par rapport à la gouvernance du groupe pour pallier à nos enjeux aussi de croissance. Moi, ma route était un peu écrite, je devais prendre un rôle de responsable du développement multi-expertise, on va dire, sur l'ensemble des expertises du groupe pour développer nos activités. Et finalement, un peu au dernier moment, j'ai appelé mes associés en disant, écoutez, les gars, les filles, je suis désolé, mais je crois dans le groupe, je crois dans son développement, dans sa mission. Mais moi, je pense que je vais pas m'épanouir sur ce rôle-là. Et j'ai besoin notamment de revenir à mes amours, je pèse mes mots, pour la fonction RH
et de revenir plutôt dans ce sujet-là un peu plus au centre de ce sujet-là. Et donc, c'est comme ça que j'ai décidé de vendre mes parts sans forcément savoir ce que j'allais faire. Donc là, les gens m'ont dit, mais écoute, Le dans saut mon dans l'inconnu. entourage, ils m'ont dit, mais t'es fou, t'es fou. Ma femme en plus, elle a été au chômage à ce moment-là. Bon, bref, je suis un vrai entrepreneur, on va dire, sur ce côté-là. Pour moi, c'était pas un risque en me disant, je voyais plutôt les choses en me disant, c'est un peu la page blanche. En Mhm. fait, je vais pouvoir tourner cette page-là positivement et me dire, bah, je vais pouvoir m'ouvrir à d'autres sujets. Et pour être disponible pour saisir des opportunités, j'avais besoin d'être sur une page blanche et en me disant, bah, je verrai bien les sujets qui vont me venir à ce moment-là. Et pour la petite histoire, au moment où je vendais vraiment, le jour où j'ai signé d'ailleurs mes documents de cession de parts officielle à mes associés. J'étais au festival RH qui est organisé par Maud Grenier pendant 2 jours, donc 2 jours de festival consacré au RH. Et à ce moment-là, j'ai recroisé Florent. C'est toujours des rencontres en entrepreneuriat. On a parlé de nos projections, de nos visions respectives du marché pour la fonction RH, etc. De ce qu'on a envie de faire aussi. À ce moment-là, comment est-ce qu'on se projetait. Et donc très vite, on s'est dit, bah, finalement, on peut refaire un truc ensemble. Et donc c'est comme ça qu'est née l'aventure Orenda. Il y a toujours des Bretons hein, dans l'histoire. Les Bretons, je sais pas si c'est une terre de RH, mais j'ai l'impression qu'il y a un espèce de terreau C'est ça. en Bretagne pour la culture RH, ou la culture Je humaine pe- peut-être, je sais pas. Oui, puis les formes hybrides, parce qu'il faut savoir que, enfin, moi, je me suis beaucoup intéressé au groupement d'employeurs. Il y a eu beaucoup Ouais, d'innovations faites sur les formats hybrides dans la région Bretagne, hein. oui. Donc, Je pense que c'est aussi lié au fait que les terres bretonnes, déjà, en Bretagne, c'est vraiment comme dans d'autres régions, hein, mais c'est une région de réseau. mm, Vraiment, il y a beaucoup de choses qui se passent par le réseau en Bretagne. Et c'est aussi un tissu économique qui est composé de beaucoup de TPE, PME. Ouais, ouais, c'est aussi donc du coup une région ou un terreau qui est un peu fertile pour aller sur ces sujets-là aussi. ouais. Euh, Parce que voilà, c'est une terre où il y a beaucoup de PME. Une région où il y a beaucoup de PME. Donc je pense que c'était lié à ça. Alors, là, dans toute cette présentation, moi, il y a une question qui me vient, c'est que, c'est quoi ton driver? Qu'est-ce qui fait que, en fait, tu reviens, en fait, à la fonction RH et qu'est-ce qui te séduit? Enfin, alors, je sais pas si c'est la fonction, mais qu'est-ce qui te séduit dans ce domaine du RH, en fait, principalement? Bah, moi, en fait, ce qui me séduit, et je pense que c'est pour ça que je suis venu à la RH au début, en fait, quand j'étais étudiant. Donc moi, j'ai fait des études en gestion, Mhm. pur produit IAE universitaire, gestion généraliste. Et à l'époque, ce qui est assez drôle maintenant, c'est que il y avait deux sujets, deux matières qui me passionnaient, le marketing et la RH. Ok. Et j'hésitais vraiment entre les deux. Aujourd'hui, bon, finalement, je fais un peu les deux, mais Ça. je fais du marketing RH par moment. Mais du coup, c'est assez drôle quand je me remémore ça. Et ce qui m'a toujours fait aller vers les RH, c'est plutôt le fait que je sois vraiment passionné des relations humaines au sens large, sans être un sociologue, sans être un expert. Mais dans mon quotidien, je m'aperçois que moi, ce qui me fait vibrer, c'est les relations humaines avec mes collègues, avec mes clients, avec mes partenaires. C'est vraiment des vraies relations où je suis souvent en proximité des personnes. J'adore rencontrer des nouvelles personnes, les écouter, savoir un peu c'est quoi, qu'est-ce qu'elles font, c'est quoi leurs problèmes, c'est quoi leurs problématiques, leurs enjeux, et puis pouvoir aider quand je peux, voilà, une parole, une suggestion, un accompagnement complet RH aussi des fois. Mais Mhm. je pense que je me force pas là-dessus parce que c'est vraiment ce que j'aime. Donc ça crée aussi des relations assez faciles avec les personnes, puisque à partir du moment où on s'intéresse vraiment à qui elles sont, qu'on est dans cette démarche de bah, comment est-ce que je peux contribuer, aider, forcément ça crée ensuite des relations assez fortes avec pas mal de personnes. Et est-ce que justement, au-delà, alors aujourd'hui avec Orenda, est-ce qu'au-delà du package, des offres de services que vous proposez, est-ce que tu transmets pas ça aussi, en fait, cette envie de vouloir se pencher, d'aimer relationner avec l'autre, en fait, de s'intéresser à l'autre? Est-ce que Je tu pense amènes cet ADN, en fait, dans ton approche aussi?
Je pense que oui, indirectement, quand on est dirigeant d'une entreprise, l'ADN de l'entreprise est très proche de l'ADN de ses dirigeants. Donc Mhm. forcément, c'est ce qu'on impulse. Je pense que c'est ce que j'ai réussi à amener dans le collectif dont je faisais partie auparavant, aussi bien dans l'association tactique que dans les activités du groupe qu'on avait, donc avec les différentes PME qu'on avait dans le groupe, parce que forcément, l'ADN d'une entreprise dépend de ses dirigeants. Et c'est pour ça que j'étais assez à l'aise, puisque dans l'animation d'un collectif, ce qu'on fait aussi aujourd'hui avec Orenda, c'est déjà ce qu'on a fait dans mes précédentes expériences, que ce soit avec la communauté des Come Do, des personnes qu'on mettait à Mhm. disposition des clients, ou avec la communauté des dirigeants de PME qu'on accompagnait dans le cadre de l'association tactique. Je pense que c'est quelque chose que je fais assez naturellement, et je suis intimement persuadé que c'est la clé de réussite de beaucoup d'entreprises ou d'organisations, de savoir justement animer un collectif. C'est l'une des mutations ou l'une des choses dont on entend beaucoup parler en ce moment dans les différents podcasts RH, etc. Ce, cette capacité finalement à animer un collectif par rapport aussi en phase avec les valeurs de chaque organisation. Donc chaque organisation, tu en parlais tout à l'heure dans ton intro, va être différente dans sa culture, dans ses modes de fonctionnement, etc. C'est pas un problème. L'important, c'est que chaque membre du collectif se retrouve dans la culture globale et dans la façon dont on va animer le collectif. Donc, toute organisation ne va pas forcément plaire à tout le monde. L'important, c'est que elle plaise à ceux qui en font partie. Mhm. Donc, Complètement. je suis assez persuadé de ça. Et pour moi, le collectif, c'est un peu l'enjeu d'aujourd'hui, avec toutes les évolutions qu'on connaît actuellement et qu'on va connaître dans les prochains jours, prochains mois, prochaines semaines. Ce qui fera la différence pour moi d'une entreprise qui fonctionne bien par rapport à une autre, ça va être justement sa capacité à animer le collectif, à embarquer le collectif vers voilà, une vision commune. Et c'est ça qui va faire qu'on va performer ou pas dans nos entreprises. Et c'est là où on commence à entrevoir justement ce que tu évoquais aussi, les évolutions aussi de la fonction RH qu'on peut commencer à dessiner. Alors, c'est une transition toute trouvée. On a échangé beaucoup en off en préparant l'émission, et c'est vrai qu'aujourd'hui, la place de la fonction RH, elle est un peu sous-valorisée. En fait, elle est peut-être pas Mm. forcément mise à la place qu'elle devrait être. On le voit des fois dans des boards, hein, où mais les DRH en fait sont pas forcément consultés au plus haut niveau de la stratégie. Ils sont plus en appui, en ressources, mais pas forcément consultés dès le départ dans la réflexion et la vision. Mm. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que pendant des années, c'est en train de changer, on en a discuté, mais qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là, justement, à avoir cette place un petit peu en recul de la fonction RH dans les plus hautes instances stratégiques? Je pense que c'est lié un peu à l'histoire de la fonction RH qui est venue d'une fonction quand même très administrative. Ce qu'on attendait en premier lieu auparavant d'une entreprise, enfin d'une fonction RH, c'était, tu vois, le titre disait beaucoup de choses, gestion du personnel. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est gestion du personnel, donc on est là pour faire les contrats, faire la paye, faire tout le côté, on va dire, plutôt administratif, hein, gérer les arrêts de travail, une formation, vous voyez ça pas sous l'angle stratégique, mais plutôt sous l'angle de gérer la formation d'un point de vue administratif, ce qui est un point Mhm. important aussi de la gestion de la formation. Je dis pas que c'est pas important tout ça, au contraire, pour moi, c'est la base de la fonction RH, c'est-à-dire que on peut pas assumer ou vouloir un rôle stratégique dans une entreprise en termes de RH si ces bases-là ne sont pas bien gérées. Donc, c'est souvent des messages que je passe à des dirigeants ou même des RH des fois. Faut d'abord solidifier les bases. Donc, quand on intervient en tant que nouveau RH dans une entreprise, la première chose pour moi qu'on a à faire, c'est est-ce que la paye tourne bien? Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que si on a des erreurs de paye tous les mois, mais que on veut avoir un rôle stratégique, mais qu'on n'est pas au clair sur la paye, pour donner un exemple, bah, on va pas être crédible. Donc notre crédibilité elle passe aussi par là. Donc vraiment
être au carré sur la paye, sur le droit social, sur nos obligations légales, etc. Donc ça, c'est la base pour moi. Et une fois que ça, par contre, c'est au clair, et là, c'est là où on peut aujourd'hui gagner du temps en utilisant des outils intéressants, IA ou pas, ou automatisés, où on va vraiment s'assurer que tout ça, ça roule, et gagner du temps, nous, en termes de RH, pour aller sur des sujets qui sont à plus forte valeur ajoutée, d'un point de vue stratégique. Ça va être l'accompagnement de la direction dans les sujets stratégiques, porter justement des sujets stratégiques au niveau de la RH. Ça va être aussi l'animation des relations humaines au sein de l'entreprise au sens large, et un rôle qu'on oublie souvent, mais qui est pour moi le rôle principal des RH, c'est d'accompagner les managers dans leur sujet du quotidien, en étant à la fois un pourvoyeur d'outils, de process, pour qu'on s'assure que les managers fonctionnent de manière harmonieuse, harmonisée au sein de l'entreprise, et être là en soutien quand il y a un sujet plus compliqué pour un manager, non pas pour faire à sa place, mais pour l'aider à réaliser ces sujets, ces problématiques. Et ça, pour moi, c'est le rôle principal d'un RH dans une entreprise. Ça Et doit être tu vois, ça. je rebondis sur, c'est très intéressant là, ce que tu viens d'évoquer parce que je constate la même chose que toi. Tu viens d'expliquer, et c'est intéressant, que les RH sont là pour venir en appui pour que le manager fasse. Et c'est Mm, vrai, pendant très longtemps, les modèles, ça a été un peu un modèle de, et aussi par confort et puis parce que manque de connaissances aussi, hein. Les managers, c'est je me défausse et je renvoie tout, où le mm, DRH va gérer ça. Et c'est vrai que c'est intéressant ce point-là, spécifiquement parce qu'on arrive en fait à une autre forme de management quelque part, ou mm, beaucoup plus responsabilisant, co-partagé entre le DRH et le manager de proximité. Ça, c'est mm. quelque chose que tu retrouves de plus en plus dans les spécifications, les attentes des entreprises, ou on n'en est pas encore là? Ça dépend des stades de maturité en fait des entreprises d'un point de vue managérial. Hmm. Je pense que ça va dans le bon sens, mais c'est comme tout, c'est très inégal. Ça va dépendre un peu de chaque entreprise. Mais c'est à nous aussi, RH, d'avoir conscience de ça. Moi, ça fait partie des messages souvent que je passe. Je donne quelques cours à des étudiants en RH. En retour d'expérience, c'est un peu ce que je leur donne aussi. Moi, jeune RH, je me suis fait avoir comme tout le monde avec un manager qui me disait, bah tiens, j'ai un problème disciplinaire, tu t'en occupes. C'est toi le RH, hein, donc c'est toi qui t'en occupes. C'est ça. Par contre, je vais annoncer les augmentations individuelles à mon équipe. C'est pas toi qui annonce, c'est moi qui les annonce, tu vois. Et les, les RH les managers un peu expérimentés pouvaient m'envoyer sur des sujets pour me détourner finalement un peu du rôle que pour moi je devais jouer. Mais c'est aussi en faisant ça aussi qu'on montre, en disant non des fois, et en Hmm. disant à un manager, écoute, c'est pas mon rôle, c'est si tu as besoin d'aide, je vais t'aider. Si tu as besoin d'un outil, je te donne le bon outil, le bon process, la bonne manière de faire. Mais c'est ton rôle à toi. Et je pense que c'est comme ça aussi que sur le terrain, la RH, c'est une fonction de terrain, qu'on gagne aussi en crédibilité, en ne voulant pas être le pompier. Et c'est ça aussi, on en parlera peut-être tout à l'heure de l'importance stratégique de la RH. C'est là où on doit changer aussi de position. Je peux t'en parler maintenant. Vas-y, vas-y. Pour moi, c'est là où la RH doit un peu changer son positionnement dans une entreprise. Forcément, on le sait, tout RH qui connaît ce job sait que c'est une position qui est très compliquée à tenir. Quand on est RH dans une entreprise, on doit gérer à la fois la relation entre la direction et l'ensemble des salariés, ne pas être trop côté direction. Les RH d'ailleurs sont encore très très mal vus par les salariés au sens large, en se disant bah, le RH il est surtout côté direction, il n'est pas là pour nous aider nous. Donc on a un enjeu de position, de bonne position à tenir en étant suffisamment proche du terrain pour être capable de représenter les salariés auprès de la direction et représenter un peu le facteur humain dans des décisions de la direction. Mais aussi quand on fait partie d'un CODIR, et j'espère que tous les RH bientôt feront partie de chaque CODIR, Mhm. quand on joue son rôle de DRH, de RRH, peu importe le terme, dans un CODIR, on doit représenter ce côté humain au sein d'une instance pour la prise de décision. Quand la décision, par contre, elle est prise par la direction, on a aussi ce rôle-là de porter la décision.
peut-être qu'au départ, on n'était pas tout à fait en phase avec cette décision-là, mais à partir du moment où c'est acté, on n'a plus à remettre en cause ce qui est acté. On doit aussi porter cette décision-là auprès de l'ensemble de l'entreprise. Ça, c'est un rôle important. Donc, on voit bien le côté un petit peu touchy, je pense, de la position. Et puis, souvent, quand je fais des schémas comme ça pour expliquer ça à des dirigeants, notamment, il y a aussi ce rôle entre les managers, donc l'appui qu'on peut réaliser auprès des managers pour les aider à bien manager. Le premier RH de toute entreprise, c'est le manager de proximité, hein. Si ça descend pas à ce niveau-là, ben, en fait, ça marche pas bien au niveau de notre fonction RH, je trouve. Et puis, il y a aussi tout le côté avec les représentants du personnel, où on a aussi ce rôle-là clé voilà, d'animer aussi cette relation-là auprès des représentants du personnel qui ont un vrai rôle à jouer dans la fluidité du collectif, on va dire. Et donc, on perçoit là, quand on fait cette image-là, que bah, forcément, c'est pas facile tous les jours de tenir aussi cette position-là, qui est pas simple. Et en même temps, dans notre posture, je trouve qu'il faut qu'on arrive à se crédibiliser de nous-mêmes. En fait, je suis intervenu il y a pas longtemps à une table ronde qui était sur ce sujet-là précis. Et le message que j'ai passé, c'est un peu de se dire, arrêtons de vouloir que la direction nous donne un rôle stratégique. Mm. C'est pas la direction qui va nous le donner, il faut le prendre. Mm. Et il faut le prendre en ayant une position un peu différente. Si on passe notre temps à résoudre que des problèmes au quotidien, qu'on court partout, toujours surchargé à régler les problèmes, à éteindre des feux à droite ou à gauche, on ne sera pas perçu, à mon avis, comme ayant un rôle vraiment stratégique. C'est clair. D'autant plus que la fonction RH, il y a une chose qui est importante pour la RH, c'est la confidentialité. Donc c'est compliqué de mettre en avant en plus des actions qu'on peut mener qui sont très concrètes, mais pour des raisons de confidentialité, on va pas forcément les mettre en avant. Donc il y a tout un truc à faire évoluer en étant capable d'être plus dans la perspective, apporter finalement, plutôt qu'être passer son temps à résoudre des problèmes du quotidien en mode pompier, bah, mieux prioriser peut-être nos sujets, aller plutôt sur des sujets qui sont plus des sujets de perspective pour anticiper les problématiques. Et puis aussi mieux communiquer sur ce qu'on fait, parce que vis-à-vis de l'ensemble des personnes, souvent, un bon RH, c'est un RH dont on n'entend pas parler. Donc ça, c'est un truc qu'il faut qu'on fasse évoluer en disant, bah voilà, nous, notre action RH, voilà ce que ça a rapporté. Nous parlons aussi business, hein. Mhm. Voilà ce que ça a rapporté à l'entreprise. Quand on voit ce que coûte, j'écoutais un super épisode il y a pas longtemps avec Thomas Chardin, Mhm. avec toi, qui expliquait justement ce côté je trouvais hyper intéressant, c'est quoi le coût Du désengagement. des engagements, c'est quoi le coût d'un RH dans une entreprise. Et là, on peut faire des ratios assez faciles pour insister sur l'importance d'investir un minimum sur sa fonction RH dans toute entreprise. C'est cette position-là, je pense qu'il faut qu'on prenne en montrant l'importance stratégique de la RH pour toute entreprise. On est tous convaincus. Et je trouve que l'évolution des mentalités est plutôt favorable par rapport à ça. Dans tout ce qu'on entend, je pense que les entreprises aujourd'hui commencent à prendre conscience que c'est stratégique d'avoir une bonne fonction RH. Après, on en parlera peut-être plus tard, il faut avoir la bonne fonction RH aussi. C'est Mais ça. c'est important en tout cas de travailler là-dessus. Et pour moi, il faut qu'on parle business au niveau du CODIR. Il faut qu'on traduise finalement les enjeux, les perspectives, les problématiques de l'entreprise dans un côté très Matrix RH, parce que ce qu'on a mal fait, et je m'inclus dedans, hein, pendant des années, c'est que on parlait avec d'autres membres du CODIR, ils parlaient chiffres, et nous on parlait valeurs. Forcément, ça marche pas en fait. Et Si les on deux peuvent parle se pas, rejoindre. ça peut se rejoindre, mais il Mhm. faut juste qu'on communique différemment, en disant C'est bah vrai. voilà nous ce qu'on veut porter, et à ce moment-là on va le traduire en métriques. Parce que c'est souvent ça, on mesure pas trop non plus nos actions. Donc, Mhm. on a vraiment, tu vois, c'est un chantier qui est énorme, hein, j'en ai conscience. Mais il y a quand même ce côté de changer un peu notre façon de nous présenter, entre guillemets, changer notre communication pour être beaucoup plus terrain, concret, précis, mesurable,
Et c'est là où on va commencer à gagner progressivement en crédibilité globale partout. Et c'est un enjeu clé, je pense, pour la fonction RH en ce moment. Et est-ce que c'est, je te soumets cette réflexion, hein, je réfléchis en même temps que toi, parce qu'on est là pour ça aussi dans l'émission, et les auditeurs réfléchiront peut-être à ça. Est-ce que la nouvelle la fonction RH, ou peut-être une nouvelle vision de la fonction RH, ça serait de challenger les modèles, c'est-à-dire qu'il y ait un référent qui, dans le CODIR, vienne challenger en fait le staff sur la vision, la réflexion, comme il est au cœur stratégique des relations humaines. Est-ce que c'est peut-être pas son nouveau rôle aujourd'hui de challenger à la fois le CODIR, challenger aussi les managers sur faire prendre conscience de toutes euh, les facteurs d'une organisation. C'est-à-dire, est-ce qu'il il porte pas ce rôle de leadership challenger, le RH maintenant, quelque part? Amener à se poser les Je, bonnes je, questions. je pense qu'on peut et aussi amener à se poser les bonnes questions, mais aussi prendre de la hauteur Mhm. sous l'angle humain d'un sujet qu'on va vouloir porter. Et je pense qu'aujourd'hui, on est prêt aussi par l'évolution de nos process, de la qualité de nos outils, etc. On peut aussi s'appuyer sur ces sujets-là pour aussi amener des directions sur des terrains qui sont pas sur d'autres terrains, mais plutôt sous un autre angle que Ouais, ce qu'on pouvait voir autrement. Un sujet, par exemple, qui est hyper intéressant pour moi, c'est notre capacité finalement à objectiver notre gestion des compétences en mhm, interne. Aujourd'hui, il y a plein d'outils qui existent. Alors, je suis pas du tout un expert, mais je commence à pas mal m'y intéresser de tout ce qui est skill-based organization. ouais, ouais. Euh, c'est ça, je trouve ça hyper intéressant de me dire, alors c'est un gros travail, hein, j'entends, mais de toute façon, pour moi, on va pas avoir le choix que d'y aller. Mhm, Mais faire là où moi j'ai des fois eu, pour prendre un exemple pour m'exprimer, où j'ai pu montrer l'importance stratégique de la RH dans les entreprises, sans aller jusqu'à ce type d'outil, ce type d'outil-là qui est beaucoup plus précis. Mais il y a ça 15 ans, 20 ans, on faisait ce qu'on appelait chez Lactalis des people reviews. mhm, Et ça, je l'ai déployé dans plein d'autres entreprises après. Et ça me montrait à chaque fois, je voyais les yeux des dirigeants qui brillaient. En me disant, ah oui, donc du coup, là, on est sur de la stratégie. Donc c'est par exemple faire des entretiens annuels, mais vraiment les faire bien pour mhm. avoir de la matière qu'on va pouvoir exploiter derrière. On identifie quand on fait une people review, donc on va refaire une réunion, finalement, on va analyser l'ensemble des entretiens qui ont été réalisés avec des angles différents. Donc on va pouvoir identifier là où on a des problématiques de compétences. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait quand on a une problématique de compétences? Est-ce qu'on lance un plan dans notre plan de formation? Est-ce qu'on va chercher des formations pour un certain nombre de personnes? Parce que là, on pense qu'il va falloir qu'on aille sur une nouvelle technologie, par exemple, dans les prochaines années. Et il faut qu'on forme les collaborateurs Ouais. si on veut être au rendez-vous. Donc c'est une dynamique plutôt moyen terme, mais on va préparer l'organisation finalement à être au bon endroit quand il faudra. Donc, on parlait de formation, on parlait de potentiel. Donc, concrètement, si on identifie des potentiels dans notre entreprise, qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte qu'ils restent? Alors, c'est pas non plus une science exacte, mais si on commence à donner de la perspective à des potentiels, à leur confier des projets stratégiques pour l'entreprise, bah Faire des tests. forcément, ça va les inciter Mhm, à pouvoir rester un peu plus longtemps que si on les laisse sur le même job en permanence. Et puis c'est là aussi on identifiait, et puis j'arrêterai là la description, mais on identifiait ce qu'on appelait les postes clés, en se disant, bah tiens, sur cette compétence-là, on a une compétence clé. En gros, si cette personne-là est malade du jour au lendemain, bah, l'entreprise tourne pas. mhm, Et je mhm. garantis que dans plein d'entreprises, on a des postes C'est clés. clair. C'est Et clair. souvent, ça, on les voit pas. Et c'est uniquement quand on est confronté malheureusement à quelqu'un qui est malade ou qui part, qui démissionne du jour au lendemain, on se dit, bah, mince, l'entreprise, elle va avoir du mal à tourner parce que cette boîte-là et cette personne-là n'est pas là. Mhm. Et dans toute organisation, il y a vraiment des points où on ne voit pas ça et où c'est important d'y travailler pour former, par exemple, des personnes dans une boîte que j'ai accompagnée qui est industrielle, il y avait une personne qui gérait tout ce qui est chaufferie, tu vois, Mhm. dans une industrie.
agroalimentaire, donc forcément, c'est un peu important hein, d'avoir de la vapeur pour produire. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait qu'une personne qui maîtrisait vraiment la maintenance de cette chaufferie sur un site un peu historique, et que cette personne-là allait pas tarder à partir à la retraite. Et il y avait au minimum 6 mois de formation pour former quelqu'un. Donc c'est là où ça met Ouais, un mais peu la pression, en se disant, c'est mais clair. si cette personne-là est, on le souhaite pas, mais si elle est malade ou si elle part plus vite que prévu à la retraite, bah on sera vraiment en risque. Donc c'est important de prendre de la hauteur par ces sujets-là. Et je pense que c'est en amenant aussi des sujets comme ça, en amenant des process comme ça, qu'on met en avant l'importance de la compétence dans l'entreprise et qu'on montre aussi l'importance stratégique de la RH pour avoir les bonnes compétences au bon endroit et aussi faire de la perspective en disant si on veut évoluer de telle ou telle manière par rapport à notre marché, il faut s'assurer qu'on ait la compétence, la bonne compétence en interne. Mm. Donc c'est pas seulement que de l'instant T, c'est aussi prévoir. Et c'est là où ça devient passionnant de travailler en RH, puisque là, on a vraiment un rôle sur la stratégie même de l'entreprise. Alors, c'est intéressant parce que il y a un lien tout trouvé justement avec l'évolution de la fonction RH et notamment sa fragmentation parce que finalement, dans des postes, on va prendre l'exemple du poste à risque. Moi, je l'ai connu par le passé parce que j'étais dans des fonctions QHSE. Oui. Je suis Ouais. intervenu en temps partagé pour venir en appui d'un pôle QHSE parce que, Mm. il y a quelqu'un qui partait à la retraite et ça venait faire une transition. Justement, avec Orenda, est-ce que vous appréhendez en fait une autre forme de, euh, au niveau de comment se décline la fonction RH? C'est-à-dire, est-ce Mm. que c'est un manager de transition qui vient en appui ou un expert qui vient en appui ponctuellement? Et comment vous travaillez justement pour, un, identifier les besoins et deux, est-ce que vous êtes en capacité d'amener une diversité de, de cette forme de fonction RH, pardon. Ouais, bah, c'est exactement ça ce qu'on veut apporter, hein, c'est que aujourd'hui, la RH existe sur plein de formes différentes. Pour moi, alors déjà, nous, c'est notre expertise. La RH, c'est notre expertise. Donc, dès qu'on rencontre une entreprise qui nous évoque ses problématiques, ses problématiques, ses enjeux, ou peu importe comment on le dit, forcément, on va venir un peu les challenger sur leurs besoins pour être sûr de bien comprendre le besoin réel de l'entreprise. Eh Qu'on oui. s'adresse à un dirigeant, voire même des fois des équipes RH, hein, on est tellement pris dans l'opérationnel, on est tellement pris la tête dans le guidon qu'on ne prend pas le temps de prendre cette hauteur-là en se disant, bah non, on va pas recruter, il y a une personne qui part d'un CDI, on va peut-être pas recruter un CDI pour la remplacer parce que peut-être que l'organisation a bougé, peut-être que le type de profil dont on a besoin est peut-être un peu différent à aujourd'hui parce que quand on avait recruté cette personne-là il y a 3 ans, bah, il y avait besoin d'un type de profil. Donc, faut pas reprendre la même annonce C'est euh, ça. forcément qu'il y a 3 ans. Il Eh faut Ça doit se s'interroger faire. un petit peu, mais ça se fait beaucoup. Déjà, un sujet principal pour moi, notamment quand j'accompagnais les dirigeants plutôt de PME, c'est de se dire, bah non, on reprend jamais la même annonce qu'on avait diffusée il y a 4 ans pour la rediffuser. Ça marche pas. Donc, faut prendre, ça prend pas en plus énormément de temps, juste se reposer des questions, en disant, est-ce que l'organisation a changé par rapport au moment où cette personne-là était arrivée? Est-ce qu'on n'a pas recruté d'autres personnes qui font aussi évoluer, du coup, son périmètre ou l'attente de l'entreprise en termes de compétences? Pour moi, il faut vraiment prendre ce temps-là à chaque fois de bien analyser le besoin RH de l'organisation par rapport à ce moment-là. Souvent, je parle de moment, de Eh oui. cycle de vie de l'entreprise, de se dire que le tout, c'est d'avoir la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Et souvent, je dis motivé pour tout casser, mais pour la notion d'engagement. Mais pour Mhm. moi, déjà, dans ce sujet d'analyse de besoin, c'est vraiment la bonne personne, le bon profil au bon moment. Et donc forcément, il faut se reposer la question de c'est quoi notre besoin du moment. Et depuis maintenant quasiment 9 ans que j'accompagne les entreprises sur leurs enjeux RH, je suis assez persuadé, et je le dis souvent, que c'est pas nous qui décidons d'emblée si on a besoin d'un CDI ou si on a besoin de faire appel à un freelance ou si on a besoin d'un manager de transition, besoin d'un conseil ou autre. C'est plutôt le besoin qui doit décider
de quelle forme on a besoin. Mhm. Donc je vais m'expliquer. Par rapport à certaines situations, oui, c'est un besoin terrain qui est un poste dont on a besoin à moyen terme dans l'entreprise. Oui, on va peut-être lancer un recrutement CDI pour pallier, pour faire face à notre besoin. Mais des fois, on a besoin de quelque chose de plus ponctuel, d'une expertise, par exemple, beaucoup plus élevée que notre besoin opérationnel, mais pas sur un temps long. Ce que j'ai proposé notamment à des entreprises, c'est de se dire, OK, là, vous avez besoin de recruter un RH, un responsable RH en CDI, OK, très bien. Mais par rapport à tous les enjeux que vous avez en ce moment, vous êtes dans un contexte particulier, il faut structurer rapidement la fonction, etc. Ce serait peut-être intéressant de prendre quelqu'un qui a plus d'expérience, plutôt en freelance, qui va venir structurer la fonction, apporter un impact rapide à votre organisation. Et une fois que ça, ce sera terminé en quelques mois, Mhm. déjà, la personne, si elle reste, elle va s'ennuyer. Donc, Mhm. autant pas recruter C'est clair. quelqu'un de ce niveau-là en CDI. Ça sera trop cher pour l'organisation. Et en même temps, la personne va s'ennuyer, donc elle va partir. Donc, autant faire appel à quelqu'un plutôt en freelance, en management de transition sur ce sujet-là. Et ensuite, vous pourrez recruter quelqu'un de plus opérationnel qui fera le run. Mhm. Et c'est là où ça peut commencer à devenir passionnant de se dire, bah, finalement, on va aller un peu comme des orfèvres, on va aller chercher la bonne compétence, le bon mode de collaboration et la bonne personne aussi qui va répondre à ce sujet-là. Et moi, je suis assez convaincu que c'est ça qu'apporte aussi les nouvelles formes de travail, les nouvelles façons dont on voit les organisations aujourd'hui, avec plein de sujets où il faut pas, voilà, on ne recrute plus systématiquement aujourd'hui un CDI. D'ailleurs, c'est pas forcément ce qu'attendent les personnes. Il y a des personnes qui veulent bosser que en C'est vrai. freelance, d'autres qui veulent bosser que en CDI. Et donc, pour moi, c'est vraiment un mix à trouver, de se dire, on va chercher la bonne compétence dont on a besoin à ce moment-là, avec le bon mode contractuel qui va correspondre aussi à ça. Mhm. Et puis le tout, c'est l'important, c'est ce qui fait la différence au final, c'est d'avoir la bonne personne au bon moment, au bon endroit, sur la durée qu'il faut. Et après, on gérera toujours le côté type de contrat, etc. Ça se gérera. Mais c'est ça qui doit être notre objectif principal, à mon sens. Donc c'est Et, vraiment ça qu'on va apporter. et comment vous faites pour trouver euh, votre vivier? Parce que c'est quand même, ça nécessite, ça vient chercher vachement de champs en termes de souhaits par rapport aux candidats, en termes de flexibilité, en termes de compétences, en termes... Comment Mm. vous vous y prenez pour arriver à faire le Rubik's Cube, en fait, hein, la bonne connexion? Alors j'aime pas trop, c'est marrant, j'en reparlais il y a pas longtemps avec Florent. On n'aime pas la notion, le mot vivier, pour nous, C'est pas... ça nous plaît pas trop. J'ai une entreprise qui nous a demandé de combien de personnes est constitué votre vivier. On va dire Ah bah, oui, l'ensemble du nombre de personnes qui sont sur LinkedIn. Mais voir ceux qui ça peut sont pas que aussi. ouais, potentiellement, oui, on peut aussi. C'est pour ça qu'on a une logique qui est un peu différente. Alors déjà, dans ce qu'on a pris comme en considération pour la création d'Orenda, c'est le fait qu'aujourd'hui, tu as une majorité de postes, je crois que le chiffre exact, c'est au moins 60% des postes RH qui se font en hors marché. Donc, pour lequel tu verras pas l'annonce, ça se fait comme ça, parce qu'il y a ce côté confidentiel qui est important pour beaucoup Eh oui. d'entreprises. Aussi bien côté entreprise d'ailleurs, qui n'ont pas forcément envie de dire sur le marché qu'ils vont changer de DRH, Mhm. mais aussi côté candidat, où il y a des personnes qui ne vont jamais s'afficher open to work Mhm. sur LinkedIn. Et donc, il y a tout ce côté un peu, cette façon particulière pour moi qui est de gérer les recrutements RH, qui se fait beaucoup hors marché. Donc nous, on a décidé de le faire que off marché, Mhm. off market comme on dit. Off marché, ça fait un peu bizarre. Donc off market, donc on publie pas nos annonces, Mhm. on ne donne pas le nom de nos clients. On ne dit pas, là tu vois, on a lancé il y a 6 semaines Orenda, on a déjà plusieurs clients, mais c'est transparent puisqu'on ne communique pas sur nos missions. Euh, il y a ce sujet-là d'aller chercher les bonnes personnes et on le fait surtout par rapport grâce à notre vie, pas notre vivier, mais notre communauté justement.
notre réseau, puisque on a décidé de lancer un modèle qui est aussi très communautaire. Mhm. Euh, je sais pas si s'il y a déjà des personnes qui ont écrit sur le sujet, mais il y a un mot qui me vient souvent à l'esprit quand je veux décrire notre modèle, c'est du recrutement communautaire. Alors peut-être que on pourra avancer là-dessus dans les prochaines semaines ou mois, mais ça se passe beaucoup comme ça, c'est-à-dire que dans les métiers RH, c'est souvent on passe par de la recommandation. Oui. Donc nous, ce qu'on a décidé, c'est de... alors, il y aura un autre sujet qu'on pourra peut-être aussi évoquer tout à l'heure. Mhm. Pourquoi est-ce qu'on veut créer une communauté? Mais Mhm. juste pour terminer sur cette première question, Johan, on est persuadé que souvent dans notre réseau, on a les bonnes personnes. Parce qu'on les connaît, parce qu'on sait comment est-ce qu'elles travaillent, parce qu'on sait qui elles sont. Et donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est dans un premier temps, quand on a une mission ou un poste en CDI à pourvoir, on commence par regarder dans notre communauté. Est-ce que dans notre communauté, on a une personne qui peut correspondre vraiment, et j'ai bien dit une personne, hein, c'est Mhm. pas que les compétences, c'est aussi les savoir-être, le projet, est-ce que ça va matcher, etc. Est-ce qu'on a une personne qui va correspondre à ce besoin-là? Donc on commence par s'interroger là-dessus. Dans la communauté, bien sûr, la communauté ne fait que grandir, mais Mhm. on a aussi dans notre communauté l'ensemble de notre réseau. Et aussi bien moi que Florent, on a un peu de réseau en RH, donc Ouais. on regarde déjà dans les personnes qu'on connaît. Et le modèle suivant, ou l'étape d'après dans notre modèle Orenda, c'est que si directement dans notre communauté, on n'a pas la bonne personne, on va demander aux personnes de notre communauté d'aller chercher de la cooptation chez eux, en disant bah, peut-être que nous, directement dans notre communauté, on n'a pas la bonne personne. Par contre, peut-être que dans notre communauté, il y a forcément une personne qui a une personne intéressante à rencontrer par rapport à ce sujet-là. Donc, à nous d'être précis. On a vraiment cette logique premium dans le fonctionnement d'Orenda, sans être cher ou sans être, Mhm. sans se la raconter, on va dire. Mais c'est plutôt dans la qualité de ce qu'on veut faire en se disant, bah, quand on a une mission à proposer, on va pas envoyer un message de 5 lignes aux membres de notre communauté, démerdez-vous avec ça. C'est plutôt, on prévoit parce que pour l'instant, on l'a fait uniquement avec notre communauté, les missions qu'on a pu réaliser aujourd'hui. Mais quand on a déjà un peu travaillé sur notre sujet, notre process, mais on veut vraiment faire une description qualitative du besoin de l'entreprise avec laquelle on travaille, parce que c'est pas la même chose de travailler pour une entreprise leader sur son marché dans le domaine des pompes industrielles, enfin je dis n'importe quoi. C'est Mhm. pas pareil que de travailler pour telle entreprise dont je connais déjà un petit peu la renommée, la culture, etc. Ça n'a rien à voir. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans nos cabinets respectifs, Happy to Meet You pour Florent, Comendou pour moi, on faisait jamais d'annonce confidentielle. Mhm. Parce que c'est pas pareil de postuler Ah ben dans une c'est boîte ou sûr. dans une autre. Donc, et là, c'est là où on parle aussi expérience candidat, où il faut que la personne se dise, est-ce que ça m'intéresse de travailler pour telle entreprise ou pas? Et donc, on a vraiment cette volonté d'être vraiment dans le quali, dans ce qu'on va présenter aux personnes pour vraiment aller échanger avec quelques candidats pré-ciblés, pré-qualifiés pour ensuite les évaluer, Mhm. y compris sur des missions de management de transition ou de freelance, qui est quand même, à mon Mhm. sens, nouveau, de se Mhm. dire, OK, on fait un vrai entretien avec chaque personne pour évaluer si elle correspond ou pas aux besoins de notre client et être capable de lui dire, écoute, oui, je te valide et tu vas rencontrer notre client, ou non, je te valide pas pour tel ou tel type de raison. Et c'est vraiment une démarche de recrutement à chaque fois qu'on fait quelque chose, que ce soit du CDI ou pour recruter un indépendant. On va le Eh oui. faire sur un process quand même assez détaillé. Et donc, pour l'instant, et je pense que ça fonctionnera comme ça bien, c'est aussi lié au métier RH qui fait que la recommandation qualitative fonctionne avec nos métiers. Et ce qui, du coup, me soucie pas dans notre capacité à trouver à chaque fois la bonne personne pour chaque type de mission. Et puis si vous faites ce que vous dites, c'est l'analyse du besoin très précis en amont, c'est beaucoup plus facile parce que du coup, en fait, souvent ce qu'on reproche dans le feedback expérience client, c'est qu'il y a un décalage entre ce qui Mm, est affiché réellement dans dans l'annonce,
entre le travail réel et les besoins réels de l'entreprise. Comme c'est Oui, très verrouillé en amont, du coup, en fait, on se rapproche de la réalité très fortement, du coup, dans cette logique. exactement. Et en fait, l'objectif, c'est que les personnes qui commencent un job ou une mission par notre intermédiaire, ils savent exactement où ils mettent les pieds dès le premier jour 1. Le premier jour 1, c'est un peu exagéré, mais dès le premier jour, ils savent exactement où ils mettent les pieds, ce qu'ils vont devoir faire, c'est quoi les enjeux, les problématiques, les points positifs, les points d'amélioration de chaque situation. Et on gagne du temps, aussi Eh de la oui. performance par rapport à ça. Donc ça, c'est hyper, pour moi, c'est clé, ce travail-là, dans notre process. J'aimerais justement revenir sur, tu sais, le petit sujet que tu voulais mettre qu'on a mis de côté y revenir Ouais, sur la communauté RH parce que c'est ouais. intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot justement pour expliquer de quoi ça Ça, retourne? finalement, c'est un sujet qui nous anime aussi avec Florent parce que, alors, je vais parler pour moi, même si je sais qu'on est d'accord, mais moi, je suis assez convaincu que la fonction RH est un tournant, vraiment là en ce moment. Plus ça va, plus on voit que les entreprises considèrent un peu mieux la fonction RH sur son rôle et sur son impact stratégique. Euh, pour moi, voilà, en gros, c'est le moment. C'est le moment de nous se transformer, de changer la fonction, et on peut pas le faire tout seul. On peut pas le faire tout seul. Pour moi, c'est une évidence que je vis depuis des années. Souvent, la plupart des RH se disent isolés. Tous les chiffres, toutes les études nous disent la majeure partie des RH se sentent isolés dans leur quotidien, qu'on fasse partie d'une petite entreprise et qu'on soit le seul ou une équipe très réduite en RH ou qu'on fasse partie d'un grand groupe, on se sent isolé soit vraiment tout seul, entre guillemets, soit on se sent isolé en le sens où on a des bonnes pratiques dans un grand groupe, etc. On échange avec des collègues, mais c'est aussi important d'aller voir à l'extérieur ce qui se Eh passe, oui, voir ce sur quoi on peut innover, changer nos process, changer nos façons de voir les choses et ramener ça dans notre entreprise. Donc pour moi, c'est vraiment une fonction et c'est ce qui change aussi dans le côté fonction administrative, donc de bureau où on est là à faire nos papiers, etc. Et si on va aller sur une fonction plus stratégique, bah, il faut qu'on sorte, il faut qu'on soit des représentants aussi de notre boîte à l'extérieur, hein, concrètement, qu'on aille échanger avec d'autres pour aller voir c'est quoi leurs bonnes pratiques, c'est quoi les sujets, les évolutions du marché, c'est quoi les outils qu'on peut déployer dans notre entreprise. Bref, sortir, échanger avec d'autres professionnels RH. Et ça, c'est ce qui nous permettra d'être plus performants dans nos entreprises, d'être aussi plus en phase avec ce rôle stratégique qu'on veut apporter en disant à un codir, bah, attendez, moi j'ai fait mon petit benchmark là sur le marché, l'ensemble de nos mm, concurrents ou des entreprises d'une taille similaire et sont en train de travailler là-dessus et de déployer ça. Nous, on n'a pas du tout avancé, hein. Donc, on a peut-être un poids, une importance à travailler sur tel ou tel type de sujet ou à prioriser ça plutôt qu'autre chose. C'est important pour moi voilà, de sortir, d'échanger pour être plus performant dans nos problématiques et aussi pour pas se sentir seul. Donc en fait, voilà, c'est que du gagnant-gagnant. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit, bah, il faut que nous, on crée aussi une communauté pour justement apporter ou animer, entre guillemets, la communauté comme on le souhaite. Alors aujourd'hui, il y a plein de communautés qui émergent, il mm, y en a plein. Et c'est très bien parce que en fait, je pense que c'est important que chacun trouve la communauté ou les communautés qui correspondent à ce qu'il veut. Donc, on aura dans une communauté ou une autre, on n'aura pas les mêmes modes de fonctionnement, on n'aura pas les mêmes apports, mais c'est pas grave. Faut que tout le tout monde à y fait. trouve son compte. Peut-être que nous, on va pas attirer tout le monde, on va pas attirer Mm, tous les professionnels de la fonction RH de France. C'est pas mm. notre objectif d'ailleurs. Puisque nous, on a plutôt un objectif, on veut pas être 2000, 3000 personnes dans notre communauté. L'objectif, c'est d'être plusieurs centaines pour que ça vive bien, pour qu'il y ait de l'échange, pour qu'il y ait de l'apport entre les différents professionnels, mais que ça reste quand même, on va dire, animable d'un point de vue humain. Complètement. Puisque notre forme d'animation principale, c'est des événements physiques Mm, en petit comité. Donc 6, 8 personnes maximum qui se réunissent pour un petit-déj, un déjeuner, un dîner, un after-work, sur une thématique précise, et qui vont vraiment, vu que c'est un petit groupe, avoir le temps d'échanger, de rencontrer vraiment les personnes qui sont autour de la table, et d'échanger chacun
tous sur le même sujet. Parce que si on dépasse ce nombre-là, c'est compliqué d'avoir la même conversation. Donc, c'est comme ça qu'on va animer la communauté, par des petits événements comme ça réguliers, de professionnels RH. Et il y a quelques aspects, quelques règles, hein. J'aime pas trop le mot règle, mais c'est aussi notre rôle, hein, de cadrer Mhm. quand on est RH, hein, Ah, il mais faut, oui. ce qu'on a défini comme valeur dans notre communauté pour que ça nous ressemble, un, c'est confidentiel. Ça, on insiste beaucoup là-dessus. On a parlé de la confidentialité des métiers RH tout à l'heure, donc forcément, c'est lié à ça. Nous, on ne communiquera jamais sur la liste des membres de notre communauté. Tout est confidentiel. Il n'y a que Florent et moi qui saurons qui fait partie de la communauté ou pas. Après, libre à ceux qui souhaitent communiquer, ceux qui souhaitent communiquer, pardon, j'ai du mal. Ceux qui souhaitent communiquer sur leur appartenance à la communauté, bah, pas de problème, hein, ils sont libres de le faire. Mais vu qu'on ne sait pas qui veut communiquer ou pas, nous, par défaut, on ne communique pas Mhm. sur les membres. Donc ça, c'est important. C'est pour ça qu'il n'y aura pas d'événement LinkedIn quand on fait un événement privé Eh oui, exclusif. c'est logique. Mhm. C'est nous qui l'animons comme ça. Pas de photos de nos Mhm. soirées aussi des membres. Mhm. Peut-être qu'on fera une photo des petits fours ou de nous. Mhm. Mais en tout cas, il n'y aura pas de photo des membres pour ne pas non plus trahir cette confidentialité-là. Et c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de messagerie instantanée dans notre communauté. C'est pas comme ça qu'on veut animer la communauté. S'il y a des personnes qui apprécient ça, il y a d'autres communautés qui Oui, existent d'autres super formats. pour ça. Mais nous, en tout cas, pour animer notre communauté, on veut l'animer autrement. Et donc, on a un outil de communication qui permet aux personnes de remonter les sujets. Parce que c'est pareil, hein, c'est de l'intelligence collective, hein. Donc nous, on va pas décréter c'est quoi les sujets qui intéressent notre communauté. On va plutôt demander à la communauté qu'est-ce qui les intéresse. Donc, ils peuvent remonter les informations via un outil de communication. Et nous, on s'empare des sujets, soit pour mettre en relation une personne avec une autre qui peut l'aider, puisque le principe d'une communauté, c'est de l'entraide, hein. Donc, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider sur tel ou tel type de sujet, sans être une relation de prestation, hein, c'est juste de l'aide. Bien sûr. Mhm. Il y a une personne à qui j'ai présenté la communauté qui m'a dit: Ah oui, donc c'est une vraie communauté. Ah oui, oui, Mhm. c'est pas une communauté dans le sens communauté réseaux sociaux, C'est pas un réseau d'affaires, quoi. c'est une communauté voilà, qui travaille ensemble, qui s'entraide, où nous, on peut donner le numéro si la personne est d'accord, le numéro de téléphone d'une personne qui va pouvoir aider une autre parce qu'elle a déjà vécu le même type de situation et ce sera beaucoup plus impactant que autre chose. Et donc, on demande à chacun d'être acteur, puisque donc la communauté est gratuite. Mhm. Donc, le pendant, c'est que chaque personne qui rejoint la communauté doit être un peu acteur, actrice de la communauté, donc en donnant un peu de temps pour venir aux événements. Si on a déployé un sujet, un process intéressant dans son entreprise, bah, pourquoi pas en faire un contenu pour le Mhm. partager à l'ensemble des membres de la communauté, être disponible pour échanger avec un autre membre s'il a besoin de moi. C'est comme ça qu'on veut vraiment organiser Et notre communauté. du coup, ça crée des synergies que vous peut-être mettre à disposition dans les entreprises, du coup, avec cette complémentarité de profil, avec ces automatismes qui sont pris dans Ouais, la relation d'entraide. Ça ouais. peut, ça peut être utile pour des entreprises? Ouais, ça peut être utile. Après, je pense que c'est aussi à nous de bien sélectionner les bonnes personnes pour répondre à un Hmm, besoin. Parce que complètement. d'emblée, comme ça, ils pourront pas forcément le faire eux-mêmes. Et puis, on a aussi décidé d'avoir deux groupes dans notre communauté, le groupe des salariés et le groupe Hmm. des indépendants, Eh oui. puisque les indépendants ou les salariés n'ont pas forcément les mêmes enjeux à rejoindre Hmm. une communauté comme Orenda. Et dans notre communauté salariée, on a déjà pas mal de monde. Il y a des personnes qui viennent juste pour les échanges de bonnes pratiques, donc juste pour s'ouvrir, pour aller chercher de l'inspiration, Hmm. résoudre leurs problématiques plus facilement, etc. Mais qui sont pas du tout ouvertes à changer de boîte, hein. D'autres qui nous disent, qui viennent pour ça, mais qui nous disent, bon, je vous le dis en off, hein, je vous le dis qu'à vous, en toute confiance. Mais en gros, s'il y a une telle ou telle opportunité sur tel secteur d'activité, dans tel type de boîte, je ne serais pas contre. Mhm. Il y a des personnes qui sont vraiment en recherche très active aussi dans Hmm. la communauté des salariés. Mais en fait, tout ça, il n'y a que nous finalement qui savons dans quel état, entre guillemets, est la personne au moment où on vient à un événement. Donc d'emblée, on vient surtout à un événement pour le côté contenu, pour la richesse de l'échange qu'on va avoir et du contenu qu'on va partager.
Mais après, tout le côté job, pas job, c'est plutôt nous qui allons le maîtriser. Et je suis assez étonné dans les points très positifs depuis le lancement d'Orenda. Je suis très étonné par le niveau de confiance qu'on a des personnes. Il y a vraiment des personnes qui nous ont dit moi, je suis en démarche de changer d'employeur pour tel ou tel type de raison, je m'ouvre. Par contre, je ne le dis qu'à vous. Il n'y a aucun autre cabinet, aucun autre acteur qui sera au courant que je suis Mm. plus ou moins ouvert. Mais ça, je dis à vous parce que je sais que ça restera confidentiel, cette ouverture dans notre relation et que quand vous aurez la bonne opportunité, bah, en fait, vous saurez me contacter pour me la présenter. Donc Bah, ça, ok, Maj. j'ai été assez bluffé de ça et faut qu'on continue comme ça. Et c'est surtout le territoire français. En fait, vous avez un projet en fait développé en présentiel des ramifications de la communauté, ou je sais pas comment vous l'appelez, mais territorialisé, ou c'est On que à est, Paris ou d'autres des grandes métropoles. alors on a voulu faire simple au démarrage puisqu'on est tout Tout récent, récent, ouais. hein. Mais donc du coup, on a ouvert officiellement Rennes et Paris Ok. directement parce que c'est là où on avait le plus de personnes qu'on connaissait. Donc on a été assez simple là-dessus. Mhm. Après, on a depuis l'annonce du lancement qui s'est fait fin janvier 2026, on a eu plusieurs centaines de demandes de personnes qui s'intéressent à la communauté, qui veulent avoir plus d'informations. Donc on fait beaucoup de visio de présentation au Mhm. quotidien pour justement avoir le temps d'échanger quand même, premier échange avec chacune des personnes qui s'intéressent à la communauté. Et aujourd'hui, on a déjà couvert tout le territoire. Donc on a du monde un peu partout. Sur des statuts, entre guillemets, le groupe salarié ou le groupe indépendant, Mhm. ce qui nous permettra aussi de pouvoir agir si on a une opportunité à Bordeaux. On a déjà des personnes qu'on peut contacter à Bordeaux en disant bah, nous, on n'a pas directement dans notre communauté quelqu'un qui répond à ce besoin-là, mais peut-être que tu peux, dans ton réseau à toi, avoir quelqu'un que ça va intéresser. Mhm. Donc, on a déjà un peu maillé le territoire et on projette, oui, pour répondre à ta question, mais chaque chose en son temps. On a déjà pas mal de personnes aussi dans notre réseau initial, notamment Florent à Lyon. Donc, on sait très bien, par exemple, que s'il y a une autre ville à ouvrir, ce sera peut-être Lyon qui Eh oui. viendra après. Et puis l'objectif, je ne sais pas encore comment on ira, mais ce sera de se développer un petit peu avec différents types de groupes, etc., sur le territoire pour animer la communauté. Alors, comme on avance dans l'émission et on est Hmm. bavards tous les deux, alors sinon, moi, Ouais, je continuerai, je re-signe pendant 1 heure c'est encore vrai, avec je vois toi. pas le temps passer. Mais j'aimerais te poser une dernière question sur un peu ta vision de... en plus, tu as du recul sur la fonction RH et puis sur cet écosystème. Ta vision sur qu'est-ce qui se joue comme grand enjeu RH, grand, alors au singulier ou au pluriel, hein, pour les entreprises dans, ben là, ça commence et dans les années, les peut-être 4-5 ans qui arrivent. Pour toi, les enjeux majeurs. Bah, les enjeux majeurs, je pense que tout le monde a ça dans un coin de sa tête en ce moment, c'est lié aux mutations. Mhm. Donc on parle forcément beaucoup d'IA en ce moment. Pour moi, ce que j'arrête pas de répéter au quotidien, c'est que l'IA, c'est pas un sujet technique pour moi, c'est un sujet humain. Donc, comment est-ce qu'on va s'adapter dans nos organisations à ces évolutions de nos métiers? Comment est-ce qu'on va les intégrer, les identifier? Comment est-ce qu'on va donc qu'est-ce que ça traduit en termes d'évolution, en termes de compétences, hein, les compétences dont on a besoin dans nos entreprises, les compétences dont on aura moins besoin? Mhm. Euh, Comment est-ce qu'on fait en sorte, si je prends que le sujet de l'IA, pour moi, c'est le sujet parfait pour faire en sorte que chaque RH prenne la place qu'elle mérite dans son entreprise. Parce que si on s'en empare pas maintenant, bah, en fait, il sera trop tard. Et on a vraiment un vrai pouvoir là-dessus, mais comme j'ai cité Spider-Man l'autre jour en Mhm. disant toute personne qui a de grands pouvoirs a aussi de grandes responsabilités. C'est aussi ça, c'est à nous de nous emparer du sujet. Le sujet, il est vaste, mais il est crucial. Pour moi, c'est à nous RH d'identifier c'est quoi les mutations qu'on va voir venir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans nos entreprises par rapport à l'évolution des métiers
que va engendrer l'IA. Comment est-ce qu'on cadre parce que l'encadrement, c'est aussi ça en RH, hein, c'est donner le Mhm. cadre aux managers, aux salariés, et puis ensuite veiller à ce que tout le monde reste dans le cadre qu'on a défini. Souvent, encadrement, ça vient un peu de là C'est quand même, ça. hein. Oui, ouais, ouais. Donc, pour moi, c'est important pour nous de fixer le cadre. Donc, ça veut dire comment est-ce que l'entreprise va gérer l'IA? Comment est-ce que on va utiliser l'IA? Donc, ça veut dire concrètement, comment est-ce qu'on réglemente? Comment est-ce qu'on réglemente, en gros, la pratique de l'IA dans notre entreprise? Si on ne le fait pas, de toute façon, tout le monde le fait quand même. Donc, et c'est là où on a tout le C'est ça. shadow IA qui se développe, etc. Donc, il faut mieux se prendre le sujet et puis le déployer dans nos entreprises. Donc, ça, c'est un premier sujet dont on parle assez peu finalement, de tout ce qui est cadrage par rapport aux enjeux aussi humains, à l'IA Éthique Act, et philosophique. etc. Oui. Comment est-ce qu'on s'empare au niveau de notre organisation de ce sujet? Deuxièmement, comment ça va évoluer en termes de pratique, ça va être quoi l'impact sur nos métiers dans l'entreprise? Et donc, du coup, comment est-ce qu'on accompagne ça d'un point de vue RH, d'un point de vue compétences? Donc, ça veut dire formation aussi. Comment est-ce qu'on va former, comment on va faire monter en compétences les équipes par rapport à ce sujet IA dans nos entreprises? Et puis, comme tout bouleversement techno qui arrive, il y a plein d'enjeux humains. Donc, en gros, comment est-ce que nous, on a notre place de RH dans l'organisation pour accompagner humainement ces transformations, accompagner ceux qui ont besoin d'être accompagnés dans leur montée en compétences, ceux qui ne vont pas se retrouver du tout dans ces sujets-là. Donc, ça nécessite aussi un accompagnement. Donc, c'est là où on a un vrai rôle à jouer en ce moment là-dessus. Et puis, je prends le sujet de l'IA, mais finalement, il y a plein de mutations aujourd'hui qu'on observe sur les façons de travailler, sur la vision, les attentes de la population active par rapport au travail. Donc, comment est-ce que nous, on répond à ça dans nos entreprises? Et c'est là où la RH doit prendre et prend une place forcément qui est centrale. Et si on le prend bien, ce sujet-là, ou ces sujets-là, si on les prend bien, si on les accompagne bien, bah, indirectement, on se rend indispensable et visible par rapport à notre rôle stratégique qu'on doit avoir dans toute organisation. Donc pour moi, c'est un peu le point de bascule, il est là. Alors peut-être que je me tromperai et puis que dans 6 mois, on en reparlera ensemble, on dira tu t'étais trompé. Mais je ressens ce moment-là qu'il est vraiment là. Et ce qui me fait un peu peur, si on peut en parler juste 30 secondes, c'est Mhm, que bien sûr. il y a encore pas mal de RH qui se disent je verrai plus tard. En gros, je suis tellement pris par autre chose, par mon quotidien, j'ai déjà plein de choses à gérer, donc j'ai pas le temps de gérer ça. Le problème, c'est que le moment pour moi de l'IA, il est maintenant. Donc, si l'entreprise ne s'en saisit pas, si nous, en tant que RH, on n'est pas moteur aussi pour dire attention, au niveau du codir, faut qu'on prenne le sujet, faut qu'on l'organise dans l'entreprise, faut qu'on accompagne les salariés par rapport à ce sujet-là, bah, on joue pas notre rôle, entre guillemets. Et si, pour moi, on ne prend pas ce virage-là maintenant, bah, en gros, le train, il sera parti et les concurrents, ils vont le prendre. Et nous, bah, on sera dans une phase plus compliqué si on n'avance pas vite sur le sujet. Et pour moi, c'est vraiment l'enjeu du moment, ou l'un des enjeux du moment. Et c'est aussi là que l'ARH peut aussi montrer son importance stratégique de voir, d'avoir une vision sur les évolutions du marché du travail, sur les évolutions des attentes des collaborateurs par rapport à l'entreprise, de voir les évolutions des candidats, de la population active par rapport Mm. au rôle de l'entreprise, etc. Et c'est ça aussi qu'on doit amener. Quand on parlait de facteurs humains tout à l'heure, c'est aussi ça, c'est attention par rapport aux évolutions actuelles, on doit prendre en compte ça ou ça. Et ça, c'est à nous de le porter. Parce que sinon, ce Eh serait pas oui. logique que ce soit une autre fonction, une autre direction qui s'occupe de ce sujet-là. Et l'avantage, et ça revient au tout début de notre émission, c'est qu'il y a des formes d'appui en termes de ressources pour les DRH avec enfin, ouais, différentes formes qui peuvent les Mmh. amener en fait quand il y a des DRH sont pris, parce que j'entends ce même discours aussi dans les organisations, ils disent Johan, j'ai pas le temps, etc. Euh, par contre, je suis conscient que c'est stratégique.
avec des approches en fait hybrides, comme par exemple vous le proposez chez Orenda, Mm. ça leur permet en fait de pouvoir aussi avoir le lancement de cette Ouais. réflexion sur des temps peut-être courts et voir comment ça émerge. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve. Après, c'est très juste ce que tu dis. Et tu vois, j'ai parlé de super-héros tout à l'heure. Mhm. Et il faut aussi qu'on arrête avec ce côté un peu sauveur, le C'est ça. RH qui peut tout faire, qui est le super-héros, qui peut tout prendre. Moi-même, hein, j'ai frisé le burn-out à un moment donné parce que je prenais tout, je disais jamais non. Mais en fait, c'est aussi ça, prendre de la hauteur, prendre du poids stratégique, c'est aussi être capable de dire non, on va pas là-dessus. Non, c'est pas prioritaire. Par contre, ce sujet-là, il est plus prioritaire, il faut qu'on y aille. Oui, Et non, je pourrais pas tout faire. Donc, si vous voulez que j'avance sur ça et ça, et que tout est prioritaire, bah, j'ai besoin d'un budget. J'ai besoin de me faire accompagner parce que moi, même si je suis très fort, je peux pas être expert en tout. Donc, c'est aller chercher les bons partenaires pour aussi faire avancer l'entreprise par rapport à l'ensemble de ces sujets prioritaires et être capable justement de dire non, d'aller chercher un budget, ce que je faisais pas avant et que maintenant je ferai toujours si je reprenais un poste un jour. Je pense pas que ça arrivera de DRH, on sait jamais. Euh, Parce que je suis assez persuadé que les gens vont basculer, mais ce sera un autre sujet peut-être pour un autre non, épisode, une autre Johan, émission, c'est ça. de l'hybridation. On peut passer CDI à freelance et puis revenir CDI, etc. Bon, bref. Euh, Ce que je ferais aussi, moi, aujourd'hui, avec un peu plus de recul, c'est de dire, OK, à mes collègues du CODIR, OK, vous voulez qu'on aille là-dessus, 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 bah, OK, bah, c'est quoi le budget, concrètement? Et si j'ai pas ce budget-là, bah, non, en fait, on fera pas. Ça. Et c'est aussi là où on montre aussi notre force et notre prise de hauteur par rapport à l'ensemble de ces sujets. Donc, pour moi, c'est ce rôle-là aussi de prendre les sujets, de prioriser et ensuite de mettre les bons moyens parce qu'on peut pas être partout, on peut pas tout faire. Et il faut aussi déjà en prendre conscience si on veut ensuite être plus performant derrière. Et c'est là où la notion des coûts du désengagement dont on parlait en début d'épisode, ça devient justement un argument pour négocier justement pour pouvoir avoir des lignes budgétaires où on dépense déjà sur ces coûts Oui, de désengagement. Donc, et du c'est- coup, tout est bouclé. par les chiffres au Mm. CODIR, par les business, C'est voilà, ça. prendre, donner des métriques, mettre en face des euros par rapport à un pourcentage C'est ça. d'absentéisme, bah, c'est pas juste donner un. Parce que quand on est en CODIR et qu'on parle d'un pourcentage de turnover ou d'un pourcentage d'absentéisme, si On on voit met pas pas. des euros en face, ça parle pas du tout. Ah ouais, ok, on a 28% je dis n'importe Oui. quoi, de turnover. Une fois, on a un chiffre énorme de turnover ou d'absentéisme. OK, mais c'est quoi la moyenne marché? Éventuellement, on va nous demander ça. Mais si on traduit pas par de l'euro, ce qui fait mal un petit peu, et Mhm. ben, du coup, on n'aura pas le même impact. Donc, c'est aussi à nous de présenter les choses différemment. Et puis, de bien prioriser les sujets. Parce que, dernier petit exemple, l'IA et les RH. Les personnes qui attendent en disant, bah, je verrai bien comment ça évolue. Et à côté de ça, il n'y a pas un RH que je rencontre qui me dit pas qu'il est débordé. Eh oui, Et pourtant, j'entends que en mettant en place un peu d'IA dans nos process RH, on peut gagner 20 à 30% de temps. c'est énorme. Mm. VS, je suis débordé tout le temps et j'arrive pas à avoir le temps pour faire ce qui compte vraiment, être en relation avec des personnes, avoir ce rôle stratégique, etc. Bah, ok, bah, à ce moment-là, on priorise, on retravaille nos process, on gagne du temps là où on peut, on arrête de faire ce qui sert à rien et on priorise les actions qui ont un vrai impact pour nous et pour notre organisation. Ça fait un peu donneur de leçons ce que je dis, mais Non, mais j'en suis c'est une assez réalité. persuadé. J'en suis C'est une assez réalité. persuadé. Eh oui. Ouais. En tout cas, merci infiniment. C'était passionnant, Jean-François. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je pense que les auditeurs aussi. Et ceux qui veulent te solliciter, comment ils font en fait? Comment ils font pour te contacter? De m'envoyer un message je suis très réactif sur LinkedIn, hein, j'y suis Mhm. tous les jours, donc Je confirme. un message sur LinkedIn et puis je répondrai aux messages sur LinkedIn. Super. Je te remercie encore une fois. Et puis, mais tu Merci à reviens toi, quand tu veux pour nous faire tes feedbacks. Ça sera avec grand plaisir parce que c'est un sujet avec passionnant. avec plaisir, je reviendrai quand tu veux. Tu m'invites quand tu veux et je reviendrai avec plaisir, Yoann.
Ben merci, aux auditeurs aussi pour nous écouter, nous être aussi fidèles. Et puis je vous donne rendez-vous pour de nouvelles émissions avec des profils aussi éclectiques que Jean-François, des parcours aussi riches aussi. Et puis n'hésitez pas à interagir avec l'émission. On sera très ravis de répondre, Jean-François et moi aussi, sur vos suggestions. Tout à fait. À bientôt, Jean-François, et à bientôt, chers amis auditeurs. Merci, à bientôt, Ivan. Si cet épisode a résonné pour toi, ce n'est sans doute pas un hasard. Les transformations que nous vivons aujourd'hui, au travail comme dans nos organisations, ne sont pas seulement techniques ou économiques, elles sont profondément humaines. Si tu es dirigeant, manager, DRH, si tu sens que certaines tensions, certaines questions de sens, certains blocages reviennent sans cesse, et que tu as envie d'y voir plus clair, de prendre du recul, alors je t'invite à me contacter. J'accompagne les organisations et les leaders à clarifier, structurer et transmettre une vision plus consciente du capital humain, toujours avec un ancrage très concret et très terrain. Tu trouveras mes coordonnées dans la description de l'épisode, et si tu veux aller plus loin, on peut simplement commencer par une conversation. À très bientôt dans Capital Humain 3.0.